Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 novembre. La pression était à son comble lors des derniers instants de la COP27 en Égypte autour de l'épineuse question climatique. Quelques heures après sa clôture, un accord a finalement été trouvé. Plus de détails dans quelques minutes. Une nouvelle semaine de tension, 269 jours après le début de la guerre en Ukraine, qui craint de devoir passer l'hiver sans électricité. À l'issue de nouvelles frappes russes dans plusieurs villes ukrainiennes. En Pologne, 2 personnes ont été tuées après un tir de missile, dont les 2 belligérants en guerre se renvoient la responsabilité. Le Canada et les États-Unis sous la neige, l'État de New York est en alerte après le passage d'une tempête hivernale particulièrement précoce. Selon les autorités, les températures à venir pourraient être inférieures de 20 degrés au normal de saison. Enfin, à moins de 24 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, les polémiques et désinformations vont bon train. De leur côté, les hommes de Didier Deschamps se tiennent prêts pour le match de mardi, France-Australie. Qui doit payer pour les impacts grandissants de la crise climatique? Question épineuse qui a finalement été tranchée cet après-midi lors de cette 27e conférence internationale sur le climat, qui semblait jusqu'alors au bord de l'échec. Différents dossiers environnementaux ont été traités afin de parvenir à une entente commune. Le point avec Émilie Dubac et Meiki Suplou. La COP27 a eu lieu en Égypte. Elle a réuni plusieurs États afin de discuter, négocier et enfin prendre des engagements concrets pour lutter contre le réchauffement climatique. De ces journées, il est attendu que les pays prennent des décisions afin d'agir face au changement climatique de plus en plus inquiétant. Quel est le bilan de ces 2 semaines de négociations longues et prolongées? Un des objectifs souvent revendiqués est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Souvent remis en question, ce chiffre est considéré comme irrationnel par le dernier rapport du Global Carbon Project, une organisation scientifique. Les émissions de gaz à effet de serre seraient trop importantes pour espérer atteindre cet objectif avant 2100. Comme l'année dernière, malgré les engagements des États, la COP27 a montré qu'une grande partie ne se sont pas suffisamment impliqués. Certains sont venus avec de nouvelles ambitions. C'est le cas de l'Inde qui s'est donné l'objectif de neutralité carbone pour 2070. Le pays souhaite développer les biocarburants, les énergies renouvelables, mais aussi les technologies de capture du carbone. L'Union européenne a revu son objectif à la hausse en visant la réduction d'émissions de CO2 d'au moins 57%, initialement prévu à 55%. La Turquie, avec une ambition plus importante, souhaite réduire son émission de CO2 de 41% à la place des 21% initialement définis. La question financière a beaucoup été abordée en ces derniers jours. Lors de la COP26, il avait été constaté que certains pays développés avaient semble-t-il oublié de soutenir financièrement les pays les plus pauvres alors qu'ils s'y étaient engagés. Cette année encore, les pays du Sud ont démontré le besoin important de soutien financier des pays du Nord. Surtout, il est estimé que les pays les plus riches ont un certain devoir financier, puisqu'ils sont plus pollueurs, et que les pays les plus pauvres subissent davantage les conséquences du dérèglement climatique. Après avoir exprimé des reproches et des incohérences, l'espoir était aux décisions communes. Finalement, peu de sujets ont mené à un accord et un manque d'actes a été constaté. La COP27 reste un rassemblement important qui montre la prise de conscience des causes, conséquences et risques du réchauffement climatique. De plus, les engagements politiques du XXIe siècle semblent avoir de l'impact puisque l'augmentation des émissions de CO2 était de 3% au début des années 2000 alors qu'elle est désormais de 0,5%. Des millions d'Ukrainiens privés d'électricité après une semaine marquée par de nouvelles frappes russes visant plusieurs infrastructures énergétiques en Ukraine. Une situation d'autant plus difficile pour les civils qui vont devoir s'adapter d'ici les prochains jours à des températures rudes pouvant descendre à moins 10 degrés. Retour sur cette semaine de tension avec Rodrigue Belin et Émilie Dubac. Après 268 jours de guerre en Ukraine, on va s'intéresser à la situation actuelle de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Actuellement, les Russes occupent des territoires à l'est et au sud de l'Ukraine. La Russie a retiré son armée dans la ville de Kherson la semaine dernière à la suite de la contre-offensive ukrainienne. En ce samedi 19 novembre, après 8 mois d'arrêt et une semaine de réparation, la voie du chemin de fer qui relie Kiev à Kherson a réouverte. Ceci a permis aux familles qui avaient fui les bombardements de rejoindre Kherson. La ville a été détruite, de nombreuses personnes se mobilisent pour permettre aux habitants de retrouver l'accès à l'eau et à l'électricité.
De nombreux habitants s'entassent dans la gare où l'électricité est disponible afin de recharger leur téléphone portable. La population s'inquiète de ne plus pouvoir communiquer, menacée par la rupture d'accès à l'électricité. Alors cette situation, elle n'est pas spécifique à la ville de Kherson. Le décès de civils et de militaires n'est pas l'unique conséquence de la guerre. Il semblerait que la destruction et la détérioration des infrastructures de production d'énergie soient une stratégie de l'armée russe. Dans tout le pays, la vie quotidienne des habitants est impactée. Des millions de foyers n'ont plus accès à l'électricité. Les rares fontaines à eau fonctionnelles dans des villes ont un débit qui est très lent. Les réseaux d'eau détériorés tentent d'être réparés par les compagnies d'eau du pays. Les Ukrainiens se mobilisent afin d'améliorer leurs conditions de vie et maintiennent leurs activités quotidiennes, y compris culturelles, comme un acte de résistance. Autre événement de ces derniers jours dans ce contexte de guerre en Ukraine, c'est à la frontière ukrainienne entre l'Ukraine et la Pologne. Et justement, en Pologne, un petit village qui a reçu un missile ce mardi 15 novembre. Le pays pense qu'il s'agit d'un accident malheureux. D'autres ne partagent pas la piste d'une erreur de parcours. Joe Biden, le président des États-Unis, s'est exprimé et insiste sur la nécessité de mener une enquête sur la provenance de ce missile. Il précise cependant que sa trajectoire démontre qu'il n'a pas été lancé en Russie. Le président de l'Ukraine s'appuie sur un rapport du commandement de l'armée ukrainienne pour affirmer que le missile provient de l'armée russe. Il souhaite l'implication de l'Ukraine dans l'enquête. Le secrétaire général de l'OTAN explique qu'aucun élément ne prouve que c'est une attaque délibérée. Pour lui, il semblerait que le missile provienne de l'armée ukrainienne et qu'il avait pour objectif de défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes. Une enquête est donc en cours et qui a pour objectif de déterminer qui a lancé ce missile et surtout s'il s'agit d'une attaque ou d'un accident. Toujours à l'étranger en Iran, la ville est théâtre d'un mouvement de contestation et ce depuis le 16 septembre après la mort de Mahsa Amini. D'après une ONG, au moins 342 personnes dont 56 enfants ont été tuées depuis le début des protestations qui dénoncent par ailleurs le pouvoir en place et la répression des autorités. Téhéran accuse les forces étrangères d'être à l'origine de ce mouvement contestataire afin de déstabiliser la République islamique. Istanbul ciblé par un attentat meurtrier ce 13 novembre. 6 personnes ont été tuées, 81 autres personnes ont été blessées dans une explosion au cœur de la ville. 17 suspects écroués en Turquie, 5 autres personnes inculpées en Bulgarie ce samedi après avoir aidé l'un des assaillants présumés à fuir. Selon la porte-parole du gouverneur général de Sofia, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Des unités de protection du peuple actif en Syrie, le YPG et le PKK ont nié toute implication relative à cet événement dénoncé par la Turquie. Une semaine après les élections de mi-mandat aux États-Unis, le bilan économique du président Joe Biden est plus que contesté. Cela aura-t-il un impact défavorable pour la fin de son mandat et pour une potentielle réélection de celui-ci? C'est le dossier décrypte de ce journal proposé ce soir par Pierre-Emmanuel Alter. Bonjour Steven, c'est vrai que les démocrates s'attendaient à une défaite cuisante pour ces mi-termes 2022 en ces temps de polarisation marquée, d'inflation élevée et même parfois d'inquiétude sur l'aptitude d'un président vieillissant. En réalité, il en est tout autre. La vague rouge républicaine prévue par les sondages n'a pas eu lieu. Récap des résultats en quelques secondes. Les élections de mi-mandat visent à renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, ainsi qu'un tiers des sièges du Sénat. Une élection bien plus serrée que prévu et même en faveur du président et du parti en place, au Sénat, aux dépens de Donald Trump. Effectivement, les démocrates y disposent toujours de la majorité grâce à leurs 50 sièges et la très précieuse voix de la vice-présidente Kamala Harris. Il s'agit d'un véritable revers pour les républicains qui annonçaient une large déferlante sur le Congrès. Force est de constater que malgré leur courte majorité à la Chambre des représentants, les républicains ont subi les conséquences du radicalisme de certains de leurs candidats à l'égard du port d'armes, de l'IVG, de l'environnement et bien d'autres sujets sensibles. C'est ainsi une reprise de confiance pour les démocrates qui ne vont pas vivre le cauchemar d'un congrès hostile durant les 2 prochaines années. Pour l'aide à l'Ukraine comme pour les réformes sociales de l'administration, il s'agit d'un soulagement.
Ainsi, plusieurs leçons peuvent être tirées de ces résultats. Tout d'abord, cela se sent sur la scène internationale. C'est un Joe Biden renforcé qui est arrivé en début de semaine au G20 pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, afin notamment de discuter des sujets qui fâchent, tels que Taïwan ou encore la guerre en Ukraine. En effet, une partie du comportement de la Chine, de la Russie ou même de l'Iran en ce moment est fondée sur l'analyse de l'affaiblissement de l'Occident, avec à sa tête les États-Unis. Ainsi, les divisions américaines permettent à Xi Jinping, le président chinois, de décréter que l'Ouest descend et l'Orient monte. Alors que ces divisions subsistent, les Américains peuvent tout de même se consoler avec la défaite des candidats les plus extrémistes soutenus par Trump, grâce à un vote accru de jeunes motivés par les menaces sur le droit à l'avortement ou encore des minorités noires ou latinos restés fidèles aux démocrates. En réalité, cela n'aurait pas été extraordinaire si le parti du président au pouvoir perdait ces élections de mi-mandat historiquement défavorables pour ce dernier. Ce qui fait de ces résultats un moment particulier, c'est véritablement Donald Trump lui-même. Alors que Joe Biden a peu ou prou tenu ses promesses de campagne afin de retourner à la normalité politique et à la dignité de la fonction, malgré l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, le Trumpisme n'est pas mort. Ce sont les quelques succès des candidats Baby Trump dans certains États américains qui le montrent bien et qui permettent même aux candidats républicains de revendiquer une certaine victoire. Par ailleurs, il est assez clair que sans les Américains et leur aide politique, financière et militaire à Kiev, l'issue de la guerre en Ukraine serait tout autre. Pour rappel, Donald Trump a même failli quitter l'OTAN lorsqu'il était encore à la Maison-Blanche. Ainsi, la vraie question est de savoir si les Européens sont prêts à revivre une deuxième ère Trump dès 2024. Quelle sera leur réaction après ces résultats et ce retour, certes pas triomphant, mais ne sous-estimons pas l'inoxydable Donald Trump? Va-t-il y avoir un regain de la souveraineté européenne après que celle-ci soit mise en arrière-plan par le retour des Américains dans la sécurité du continent? Ou l'Europe sera-t-elle ballottée éternellement par les élections américaines? Et justement, Donald Trump se porte d'ores et déjà candidat pour les prochaines élections de 2024 en tentant de reprendre le même thème qu'en 2016, celui d'un homme contre des élites dans une Amérique en chute libre. Mais peut-il réellement réussir après la déception des midterms, Pierre-Emmanuel ? Steven, il avait créé la surprise en 2016 en remportant la Maison-Blanche. Son départ 4 ans plus tard avait semé un chaos inimaginable. Et pourtant, Donald Trump ne pouvait annoncer autre chose que sa 3e déclaration de candidature aux présidentielles américaines. Ainsi, il tente de couper l'herbe sous le pied à ses rivaux républicains en annonçant sa candidature très tôt et en occupant la scène médiatique. Toutefois, il a un opposant clé en Floride, État considéré comme pouvant voter démocrate comme républicain selon les élections. Eh bien, cet État a, semble-t-il, bel et bien basculé dans le camp des républicains avec d'importantes victoires dans la Chambre des représentants. Leur chef de file, le gouverneur Ron DeSantis, a été réélu avec près de 20 points d'avance sur son rival démocrate, un succès attribué par le quotidien Miami Herald à ses performances auprès de l'électorat hispanique, de quoi alimenter les ambitions du républicain à une potentielle course à la Maison-Blanche en 2024. Mais il ne faut pas oublier que Donald Trump a toujours les moyens de lever d'importants fonds financiers comme aucun autre de ses rivaux au sein du parti. Il sait rebondir et aura toujours une base très fidèle pour une potentielle primaire à droite. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Alter pour ces précisions. Un phénomène auparavant redouté qui devrait jusqu'au moins la fin du week-end dans la ville de Buffalo en Amérique du Nord. En proie à sa première tempête hivernale, l'état d'urgence a été décrété ce jeudi et la ville est paralysée sous 2 mètres de neige. Un phénomène qui inquiète par sa précocité faisant présager un hiver extrême. Les autorités, elles, annoncent des températures de 20 degrés en dessous des normales de saison. Retour en France où le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé sans vie. D'après les premiers éléments de l'enquête, Vanessa a été enlevée puis étranglée. Inquiet de ne pas la voir revenir au domicile familial, ses parents ont signalé sa disparition. Le suspect âgé de 31 ans a été arrêté hier soir et a reconnu les faits.
Selon une source proche du dossier, l'homme était déjà connu pour des faits de nature sexuelle lorsqu'il était mineur. L'enquête va maintenant devoir déterminer les motivations du suspect. Des pénuries de carburant et la fin de la ristourne de 30 centimes prévue à cet effet a été réduite à 10 centimes par litre à la pompe. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement assure que la France est le seul pays d'Europe à poursuivre cet effort. Bonsoir Théo Tornet, alors info ou infox ? Bonsoir Steven, le gouvernement avait mis en place une ristourne à la pompe de 30 centimes par litre depuis le 1er septembre et qui a été ramenée à 10 centimes par litre à la pompe depuis le 16 novembre pour s'arrêter définitivement le 31 décembre. Pourtant, d'après le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, il aurait déclaré que même si 10 centimes par litre, on est le seul pays européen aujourd'hui à continuer de baisser le prix du carburant à la pompe pour les consommateurs. Sauf que la France n'est pas le seul pays à faire exception en Europe et certains pays voisins ont un montant parfois plus élevé. En effet, si on regarde du côté espagnol, la ristourne à ce jour est à 20 centimes par litre à la pompe en ayant mise en place depuis avril. Elle est aussi prévue comme chez nous pour durer jusqu'au 31 décembre. En Italie, c'est un peu plus élevé avec 30 centimes par litre à la pompe avec la même durée que l'Espagne. Pourtant, initialement, il était prévu pour s'arrêter le 16 novembre, mais finalement prolongé à la demande du gouvernement italien. Un autre exemple, avec le Royaume-Uni, le gouvernement a décidé d'une réduction de la taxe sur le carburant de 5 pence par litre depuis mars dernier, soit 6 centimes d'euros. Mais ce dispositif est prévu pour durer plus longtemps que chez nous, soit mars 2023. À moins de 24 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreuses informations circulent, notamment sur la consommation d'alcool, la tenue vestimentaire ou encore l'orientation sexuelle. Ces informations, Théo, sont-elles vraies ? Dès demain, c'est parti pour la Coupe du Monde au Qatar et les fausses informations ont beaucoup été relayées, dont cette image où on y voit 8 pictogrammes qui énumèrent des comportements interdits dans le pays. On voit par exemple l'interdiction de consommer de l'alcool, d'avoir des tenues vestimentaires immodestes ou encore le fait d'être homosexuel. Attention, il faut quand même prendre point par point car l'interdiction de boire de l'alcool est totalement faux. En effet, pour rentrer dans les détails, pour les personnes de plus de 21 ans pourvues d'un billet d'entrée pour en acheter, et ceci selon des moments précis mais pas pendant les matchs. Dans les stades, ce sera 3 heures avant les rencontres et 1 heure après le coup de sifflet final. Il sera également possible de s'en procurer dans la principale fan zone au centre de Doha de 18h30 à 1h du matin et sera interdit en dehors des fan zones et des établissements licenciés. Pour les tenues vestimentaires, ce sera bien réglementé conformément à ce qu'on peut trouver sur le site de l'association française Doha Accueil qui a pour but d'accueillir les Français et francophones dans la capitale qatarienne. Le site précise que les vêtements occidentaux sont tolérés dans le pays à condition de s'habiller modestement. Cela veut dire épaules couvertes, robe ou jupe au-dessus du genou, pas de shorts, pas de décolleté profond et pas de vêtements moulants. Pour finir, en rapport avec les relations mariage et homosexuelles, elles ne sont pas interdites, du moins ce ne sont pas le cas pour les supporters. Selon le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde, Nasser El Khatar, il a seulement incité les couples hétérosexuels comme homosexuels à éviter les démonstrations publiques d'affection en prenant en compte que pour les Qatariens et les Qatariennes, le code pénal du pays interdit les relations sexuelles hors mariage avec une sanction pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Et qui plus est des informations relayées par de grands médias, ce qui légitime donc le manque de confiance des Français. Merci beaucoup Théo Tornet pour ces informations vérifiées. En tout cas, l'heure est désormais au dernier préparatif pour le Qatar qui inaugurera son coup d'envoi dès demain. Bonsoir Maïki Suplon, quels sont les pronostics de cette Coupe du Monde? Les Bleus ont-ils leur chance? Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous. C'est à présent dans quelques heures maintenant que démarra la Coupe du Monde de football au Qatar. Après les dernières polémiques sur les conditions de vie dans ce pays, voici pour commencer le programme. La compétition commencera à 15h40 précise pour la cérémonie d'ouverture, en compagnie du Qatar et de l'Équateur, qui seront les deux premiers pays à s'affronter durant ce mondial, à partir de 17h. L'équipe de France jouera elle mardi à 20h, elle jouera face à l'Australie. L'équipe de France, qui vient d'ailleurs d'annoncer que suite à une blessure à la cuisse, Karim Benzema ne jouera malheureusement pas durant ce mondial, il déclare donc forfait. Le samedi 3 décembre prochain démarra les huitièmes de finale.
Et pour la finale, ce sera le 10 décembre prochain à partir de 16h. Merci beaucoup Meiki Supplon et on vous retrouve donc dans 15 jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.